Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier, en compagnie de mon collègue Jasmin Leroux. Encore une fois cette semaine, pour la deuxième émission de la saison, on a un horaire où on a un menu pas mal chargé à vous présenter. Entre autres, une entrevue avec l'attaquant québécois des Prédateurs de Nashville, Frédéric Gaudreau, la chronique équipement avec le spécialiste Éric Dupont portant sur les bâtons, et le segment Sur la glace, au cours duquel Alexandre Jacques nous parlera de l'approche au parterre en situation face-à-face. Et toi, Jasmin, qu'est-ce que tu as de ton côté? Le premier de 4 segments avec le préparateur physique Stéphane Dubé qui viendra discuter de la préparation physique chez les jeunes au niveau Pee-Wee. Mais pour commencer, on vous présente un reportage avec des arbitres au niveau élite qu'on a rencontrés dans un stage de perfectionnement de niveau 4 et 5 de Hockey Canada tenu à Saint-Eustache au mois d'octobre. Alors, Hockey le magazine, c'est parti! Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Joueurs, entraîneurs, partisans, les domaines d'activité dans le hockey mineur sont nombreux. Mais s'il y en a bien un qui à chaque fois fait toujours parler, c'est bien l'arbitre. Dans un contexte qui est pas toujours et même rarement évident, ces passionnés de hockey rêvent eux aussi un jour peut-être d'accéder au niveau de la Ligue nationale de hockey. On vous présente aujourd'hui l'histoire derrière le développement d'un arbitre au Québec. Parlez-moi un petit peu du développement des arbitres lorsque ça commence, un arbitre pour vous, peut-être à 18 ans ou à 19 ans. Qu'est-ce que vous regardez? Bien, en fait, il y a deux types de qualités essentiellement que l'on surveille. Le premier type de qualité, ce sont des compétences plutôt physiques. Donc, on va parler d'habileté technique, d'habileté de patinage, de forme physique, ce genre de choses-là. Et de l'autre côté, on va regarder aussi des habiletés comme au niveau de la personnalité, des compétences personnelles. Donc, est-ce que l'arbitre a de l'air sûr de lui? Est-ce qu'il est capable de bien communiquer? Parce qu'à quelque part, il reste que le travail d'un arbitre, c'est d'être, dans certaines situations, un vendeur, là. Donc, il y a ces deux genres de qualités-là qui sont surveillés et qu'on évalue. Et ça, il y en a qui l'ont dès le départ, qui ont certaines qualités naturelles. Et il y en a d'autres qui, au fur du temps, avec de l'expérience, les acquièrent. Vous constaterez que les dernières nominations au niveau de la Ligue nationale de hockey, on met l'emphase beaucoup sur des anciens joueurs, des joueurs qui ont de l'expérience, qui n'ont peut-être pas cheminé là où ils voulaient à titre de joueur, et là, qui prennent le sifflet et entament une carrière d'arbitre. Donc, forcément, ces gens-là qui ont déjà une certaine expérience au niveau du hockey, comme hockeyeurs en tant que tels, vont être plus vieux en partant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas faire des officiels élites. Et d'ailleurs, les nominations récentes au niveau de la Ligue nationale nous le prouvent. Donc, c'est sûr et certain que certains officiels peuvent suivre le cheminement typique d'un officiel qui commence vers l'âge de 15 ans et qui suit les différentes étapes pour se rendre jusqu'au hockey élite ou même au hockey professionnel. Et il y en a d'autres qui ont des qualités naturelles et qui peuvent avoir un cheminement beaucoup plus rapide. Je vous dirais qu'au Québec, je pense qu'on est une fédération modèle au niveau du développement des officiels. Les championnats que nous récoltons à chaque année, je pense que c'en est juste un exemple. D'année en année, on fait l'objet de plusieurs sélections, tant au niveau national qu'international. Aux derniers Jeux olympiques, nous avions 3 officiels québécois qui y participaient, qui est, je pense, un record à quelque part pour une branche provinciale. Mais au niveau du développement en tant que tel, on est reconnu comme une branche qui identifie ces officiels dès un jeune âge et qui les suit tout au long de leur cheminement. Le dernier côté que j'ai envie de te parler, c'est le côté passion de ce travail-là, parce que c'est un travail, mais c'est souvent aussi un loisir payant. C'est souvent des gens qui font ça, mais monter à Rimouski un mercredi soir pour arbitrer un match, là, c'est pas là que tu fais l'argent, puis c'est pas là que... Faut pas le faire pour l'argent, faut le faire pour la passion, vraiment. Vous avez entièrement raison, puis nous, c'est ce qu'on recherche. On recherche des officiels passionnés, puis si je peux me prendre en exemple, moi, je suis avocat de formation, donc on s'entend pour dire que ce n'est pas l'arbitrage qui paie mes comptes à la fin du mois, sauf qu'il reste que je dois, que lorsque je vais arbitrer un match, justement, comme à Rimouski, on parle de voyagement d'une dizaine d'heures de voyagement dans une journée pour aller faire un match qui va en durer 2 heures et demie.
on s'entend que si on divisait l'honoraire par le nombre d'heures que je passe absent de la maison, on est en dessous du salaire minimum. Donc, effectivement, ce n'est pas pour l'argent. Puis, on en convient que, surtout au hockey mineur, lorsque les gens commencent, parfois, ça peut être un passe-temps qui leur permet d'avoir, surtout à un jeune âge, un peu d'argent de poche. Mais c'est sûr et certain que c'est pas la première préoccupation parce que si les gens sont là juste pour tenter de gagner leur vie, ils vont être vite déçus. C'est vraiment une question de passion. C'est parce que les gens adorent ce qu'ils font. C'est parce qu'ils aiment être sur la glace. Puis, ils vont chercher par là aussi. C'est une école de vie, l'arbitrage. Donc, ça leur permet d'acquérir plusieurs expériences et des valeurs qui vont les suivre pour le reste de leur vie. Au final, qu'on soit en accord ou en désaccord avec les décisions que prennent ces jeunes arbitres, on ne peut que reconnaître et saluer les sacrifices que ces derniers font tout au courant de l'année pour permettre et transmettre leur passion du hockey aux plus jeunes. Peut-être que ça vous aura, vous aussi, aidé à mieux comprendre le travail de ces hommes zébrés. Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine. Cette semaine, à la question quiz, Frédéric Gaudreau en a fait vibrer plus d'un lors de la plus récente finale de la Coupe Stanley avec les Prédateurs. Combien de buts cet ancien joueur des Cataractes de Shawinigan et des Voltigeurs de Drummondville a-t-il inscrit dans cette finale remportée en 6 parties par les Pingouins? Le choix de réponse, est-ce que c'est A, 3, B, 4, C, 5? La réponse, après la pause. La réponse, A. En vertu d'une performance exceptionnelle lors de la plus récente finale de la Coupe Stanley opposant les Prédateurs aux Pingouins, Frédéric Gaudreau est devenu le premier joueur depuis Johnny Harms avec les Blackhawks en 1944 à inscrire les 3 premiers buts de sa carrière lors de la finale. Avant d'affronter les Pingouins lors de l'étape ultime, il n'avait pris part qu'à 9 parties en carrière dans la Ligue nationale, amassant une aide et décrochant 8 tirs au but. Il a d'ailleurs été contraint à entamer la présente saison dans la Ligue américaine avec les Admirals de Milwaukee, où il a été rappelé quelques jours plus tard. On a d'ailleurs réalisé une entrevue avec le Québécois de 24 ans. Mon parcours au hockey mineur, j'ai commencé, je suis né de Bromont en fait, donc j'ai joué mon mineur là à Bromont. J'ai joué après ça un peu dans les environs, là, Granby, Waterloo, ces coins-là. Après ça, j'ai joué Midget 3 à Magog. Puis ça, j'ai continué après ça jusqu'à... j'ai commencé mon junior avec les Cataractes. Puis après ça, j'ai été échangé à mes 20 ans à Drummondville. Une année marquante, c'était une déception en fait, je te dirais, là, quand j'ai été coupé... mes 2 années, j'ai été coupé Bantam 2 en fait, puis tous mes chums avaient été choisis dans l'équipe. En fait, ça a été une épreuve quand même difficile pour moi. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur ce que je pouvais faire, puis justement de regagner en confiance par après. Je me rappelle du tournoi Pee-Wee de Québec, ici justement. Sinon, ben, le tournoi le plus marquant après ça, je te dirais, ça aurait été la Coupe Memorial à Shawinigan, où on avait gagné. Ça avait vraiment été spécial pour moi puis pour tout le monde qui était à Shawi. Puis là, ben, bien sûr, la Coupe Stanley, ça a été pas mal le tournoi ou l'événement le plus marquant pour moi. J'avais pas vraiment d'idole, des personnalités connues ou quoi que ce soit. C'était plus, je te dirais, ma famille, mes frères, ma soeur, mes parents, c'est eux qui ont été là du début jusqu'à la fin. Puis j'essayais vraiment beaucoup de m'inspirer de chacun d'eux. Mais d'idole, mettons, de personnalités connues, je n'avais pas vraiment. Mais mon premier match en carrière, ça s'est passé cette année, en fait. Donc j'ai joué ma première game à Nashville contre les Penguins de Pittsburgh. Puis après ça, après la game, le lendemain, ils m'ont renvoyé à Milwaukee. Puis c'est après, quelques semaines après ça, que j'ai eu un autre appel pour d'autres parties. Tu sais, c'est ton rêve de jeunesse depuis toujours. En fait, moi, à chaque matin que je me levais, je voulais jouer dans la Ligue nationale. Puis en me couchant le soir, à quoi je pensais, c'était je veux jouer dans la Ligue nationale. Puis là, tu arrives à un point où tu as réalisé ton rêve. Là, peu importe ce qui va se passer à la fin de la game, en fait, dès que tu as fait ton premier chiffre, là, peu importe ce qui va se passer dans le futur, tu auras réalisé ton rêve en quelque sorte. Donc,
Ça, c'était spécial d'en arriver à ce point-là puis de comme réaliser tout ce qui se passait. La recette du succès, personnellement, c'est quelque chose que je faisais peut-être pas autant quand j'étais jeune puis que j'ai appris beaucoup dans mon chemin, je te dirais, mais c'est de vraiment focusser sur le moment présent puis d'apprécier le moment présent, de toujours oublier de... En fait, on est souvent en train de penser à ce qui pourrait arriver dans le futur, puis on est souvent aussi déçu de ce qui s'est passé dans le passé ou des choses comme ça, mais la chose qu'on contrôle le mieux, puis qu'on devrait focuser le plus sur, c'est le moment présent. Donc, toujours apprécier le moment présent le plus possible, puis de faire ce qu'on aime, en fait. C'est ça qui est important, la passion. Le plus grand conseil que je donnerais à un jeune, un peu comme j'ai dit auparavant, ce serait vraiment de... Je pense que c'est de, peu importe les épreuves qui sont devant nous, si on aime ce qu'on fait, on peut persévérer puis on peut arriver à nos rêves, justement. De se lever à tous les jours puis de juste apprécier ce qu'on fait, surtout si c'est le hockey. Moi, ça a été le hockey, j'ai toujours eu cette passion-là puis j'ai toujours trippé à faire ça. Donc, pour moi, il n'y avait aucune raison d'abandonner, justement, parce que j'aimais ce que je faisais. Puis, je pense que, justement, au bout de la ligne, la passion l'emporte, peu importe les épreuves qui sont sur notre chemin. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. De retour cette semaine avec le spécialiste Éric Dupont pour la chronique équipement du Trio Hockey. On va poursuivre notre discussion sur les bâtons cette semaine, mais avant, Éric, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu savais que le plus vieux bâton de hockey a été vendu pour 300 000 $ au Musée de l'Histoire du Canada? Non, je ne savais pas. C'est pas le prix de notre prochain bâton, ça. Non, pas du tout, même très loin de ce prix-là. Cette semaine, on va parler du Bauer Supreme 1S S17. C'est un bâton avec une palette qui comprend la technologie Renew Core, qui est la seule palette ayant un noyau de gel sous pression qui reste à l'état liquide, améliorant ainsi la durabilité et le pouvoir de vos tirs. Également, la zone de transfert prolongée, aussi appelée le kick point, signifie que vous obtenez les mêmes tirs frappés solides que vous attendez d'un bâton suprême, mais en appliquant une charge plus facilement selon la position des mains. Et pour votre information, à la maison, ce bâton est disponible en 3 versions différentes, le S180, 170 et 160. Maintenant, le prochain bâton, j'ai hâte de voir, parce que c'est un Warrior, mais c'est d'une version qui est assez particulière, right? Exactement. C'est inspiré, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alex Kovalev, l'artiste. Ouais. Warrior, cette année, prend le bâton Alpha QX et une nouvelle peinture au look d'antan que Kovalev utilisait quand il était avec le Canadien. Le AK-27, qui est inspiré de la technologie Quick Strike. Technologie Quick Strike aide à déployer votre pleine puissance sans effort supplémentaire pour décocher des tirs puissants des plus précis. À noter que le Alpha QX ou le AK-27 est le bâton le plus léger fait par Warrior à ce jour. Aussi, le balancement optimisé améliore le maniement ainsi que le contrôle de la rondelle. Pour les intéressés, c'est aussi offert dans la version QX Pro, QX5 et AK-27R. Maintenant, Éric, penchons-nous sur le nouveau CCM Ripcore, qui aussi est disponible dans la version Pro, 64K et 62K. Exact. Le nouveau Ripcord Trigger 2 PMT a un nouveau manche qui procure une zone de transition qui maximise la flexion et assure un transfert d'énergie efficace. Quant à sa lame ou palette plus légère, elle comporte une surface texturée qui permet de mieux sentir la rondelle. Il faut peut-être intéressant pour les gens à la maison, c'est important de savoir que la plupart des modèles, ils viennent d'une version adulte, intermédiaire, junior et enfant. En terminant, Éric, on veut parler d'un accessoire qui est intéressant, c'est le Lizard Skin. Exactement, Denis. C'est un ruban de recouvrement qui réduit les vibrations et qui aide au contrôle. Aussi, ça peut sauver les paumes de gants. Ouais. Ça va prolonger leur durée de vie, ça use moins. Et c'est disponible dans tous nos magasins dans plusieurs couleurs. Et ce qui est intéressant, les couleurs, c'est le fun pour les enfants, mais aussi lorsqu'on joue au hockey, on a chaud, c'est bien les gants qui sont très humides et la main colle très bien sur ton bâton. Ça, c'est un avantage de plus également. Merci beaucoup, Éric. Très intéressant. Et nous, la semaine prochaine, on se revoit avec le premier de 2 segments sur les patins. Hi, I'm Max Pacioretty, and you are watching Hockey Le Magazine on RDS.
On est cette semaine avec Stéphane Dubé, préparateur physique et copropriétaire du centre Perform Plus. Stéphane, on va démystifier un petit peu l'entraînement. Et cette semaine, j'ai envie de te parler tout d'abord de l'entraînement chez les tout jeunes, c'est-à-dire les premiers qui vont commencer à s'entraîner. Je pense que tu le recommandes vers les environs du Pee-Wee. Effectivement. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment plus de commencer l'entraînement à partir de l'âge de Pee-Wee. Il y en a qui viennent me voir, mon jeune est novice, mon jeune est atome, qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne conseille pas vraiment d'entraînement à cet âge-là. Ce que je conseille beaucoup, c'est la pratique de plusieurs sports en bas âge. À partir de Pee-Wee, on peut commencer à faire des choses qui vont quand même assez intéressantes. Puis moi, ce que je préconise beaucoup, c'est de travailler au niveau du développement moteur, au niveau de la coordination, au niveau de la stabilité. J'ai envie de te parler. Un jeune qui est, on va dire, dans le Pee-Wee 2A, veut commencer à s'entraîner parce qu'il sent que c'est le cheminement pour lui. Comment tu inities un jeune la première fois à l'entraînement? Est-ce que c'est plus du cardio? C'est plus de la musculation? C'est quoi le premier mouvement quand un jeune arrive dans un gymnase? Il n'a jamais fait ça de sa vie et là, on veut commencer à l'initier pour qu'il aime ça et pour qu'il découvre que ça va faire du bien, que ça va être une expérience bien. Le mot-clé que tu as donné, c'est que le jeune aime ça. Pour moi, c'est vraiment important que le jeune comprenne que l'entraînement, il faut que ça devienne complément à son sport et il faut que tu rendes ça le fun. Il faut que le jeune ait du plaisir à s'entraîner. Fait que souvent, nous autres, on va incorporer des éducatifs de coordination, de stabilité, mais sous forme de jeu. Fait que de cette façon-là, le jeune n'a pas l'impression qu'il s'entraîne, puis il a vraiment l'impression de jouer. C'est quoi la plus grosse erreur que font les jeunes de cet âge-là, d'âge Pee-Wee, lorsqu'ils s'entraînent à leur début? La chose qui parfois va leur nuire à long terme, c'est quoi que tu pourrais nous nommer? L'erreur que je vois chez les plus jeunes, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent, mettons, s'entraîner, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan d'entraînement. Fait que, tu sais, ils ont vu des choses un petit peu à la télé, ils ont vu un petit peu des choses sur Internet parce que, tu sais, ils veulent pas. L'accès à l'entraînement, tu sais, c'est très public. Ouais. Puis le jeune va arriver ici, puis il va commencer à faire des choses qu'il a vues parce qu'il a vu un reportage sur un joueur, son joueur préféré de la Ligue nationale. Puis là, il va commencer. Joueur préféré qui a 25 ans. Effectivement, ouais. Puis qui a beaucoup de millage en entraînement, puis il fait un plan d'entraînement qui est personnel à lui. Donc, là, tu te ramasses dans une situation où le jeune, il ne fait pas nécessairement les choses qu'il a besoin. Il fait des choses qu'il trouve qui ont l'air cool, mais c'est pas nécessairement ce qui est bon pour lui. Fait que l'erreur première que je vois, puis c'est majeur, c'est un jeune qui vient s'entraîner puis qui n'a pas de plan spécifique pour lui. À cet âge-là, la fréquence, ça ressemble à quoi? Je veux dire, en période de pointe, c'est-à-dire l'été, alors qu'on se prépare pour une nouvelle saison, est-ce que tu recommandes la même fréquence qu'un jeune qui aurait 18 ans ou c'est moins, c'est plus? Ça ressemble à quoi les fréquences d'entraînement pour un jeune? Pendant la période estivale, moi, ce que je conseille, c'est 3 entraînements. Pour mes Pee-Wee, c'est 3 entraînements par semaine. Mais surtout, ce que je conseille le plus, c'est de faire un autre sport. Ça, c'est un aspect qui est souvent négligé. À l'âge Pee-Wee, il faut que tu touches à d'autres sports. Pourquoi? Parce que c'est hyper important dans ton développement moteur, dans ton développement cognitif. Moi, je le dis souvent à mes plus jeunes, toucher à d'autres sports. Parce que les meilleurs athlètes que moi, j'ai eus, puis que tu en connais, ils jouent au hockey, ils sont excellents. Ils vont jouer au baseball, ils sont excellents. Et peu importe le sport qu'ils font... C'est pas des joueurs de hockey, c'est des athlètes. Exactement. Puis ça, l'erreur que l'on fait beaucoup au Québec, moi, ça c'est mon avis à moi, c'est qu'avec un jeune, on cherche à faire un joueur de hockey. Et on devrait faire un athlète avant de faire un joueur de hockey. Fait que c'est pour ça que les jeunes Pee-Wee me leur disent, entraîne-toi 2-3 fois par semaine, fais un autre sport. Que ce soit le soccer, que ce soit la crosse, que ce soit le basketball, peu importe ce que ça va être, il faut que le jeune soit stimulé d'une façon différente. Puis en bout de ligne, c'est des acquis qui vont être transmis sur la patinoire. D'autres sports, d'autres stimuli vont aider le jeune au hockey. Ça devient un complément. Bien, les jeunes ont les bases pour débuter l'entraînement. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Ici Pierre-Luc Dubois. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Cat Odor, hygiène du sport. Cat Odor, la solution des sportifs. Cette année, on a le plaisir d'accueillir un nouveau collaborateur avec nous, Alexandre Jacques, qui est un ancien joueur de hockey professionnel, également entraîneur d'habileté individuelle avec l'Armada Blainville-Boisbriand et aussi avec l'Académie Joël Bouchard. Alexandre, cette semaine, tu veux nous parler d'une situation d'approche au porteur. Oui, exactement. On va simuler une situation d'approche au porteur en zone neutre, une situation qui peut arriver souvent lors d'un désavantage numérique ou aussi lors d'échecs avant en zone neutre. Donc, on va simuler un exercice où on va pouvoir apporter les correctifs au fur et à mesure et travailler sur 2 points clés en particulier. Parfait, on regarde ça à l'instant. Alors maintenant que les joueurs sont en position de faire l'exercice, explique-nous ce qu'ils doivent faire et les points importants à retenir. Exactement. Donc, encore une fois, on simule une situation d'approche au porteur en zone neutre. 2 points clés aujourd'hui.
on veut être capable de bien utiliser notre bâton défensivement. Donc, ce qu'on explique aux jeunes, avec notre bâton, ce qu'on veut faire, on veut créer une barrière pour empêcher le joueur physiquement de prendre le centre de la glace et aussi tenter de l'empêcher de faire une passe vers le centre de la glace. Donc, moi, en tant que joueur droitier, ce que je vais faire ici en approche au porteur, dans une situation où le joueur vient face à moi, je vais avoir une main sur mon bâton, je vais couper le centre de la glace et je vais tenter de garder le joueur le long de la bande. Étant gaucher, même situation, je veux créer une barrière avec mon bâton. Seule différence, c'est que je vais avoir deux mains sur mon bâton et je vais amener le joueur en approche au porteur. C'est parti! Excellent, bon bâton. Excellent, bon, bien travaillé. Suivant. Encore une fois, un excellent bâton, ce qui fait en sorte que le joueur ne veut pas prendre le centre de la glace. Suivant. Good, excellent. Alors, Alexandre, maintenant qu'on voit que les joueurs défensifs ont bien maîtrisé l'exercice, il y a une progression qu'on peut amener à cet exercice-là. Oui, effectivement, c'est important, lorsqu'on débute et on travaille pour la première fois un aspect technique, de placer les joueurs en situation de réussite. Maintenant, ce qu'on va demander au porteur de la rondelle, c'est de patiner à une vitesse maximale, donc y aller à 100 %. Et ce qu'on va lui permettre de faire, c'est, rendu à la ligne bleue, de prendre le centre de la glace si jamais le joueur en approche au porteur n'a pas bien fait son travail. Excellent. On regarde ça tout de suite. C'est parti, boys! Excellent, bonne approche. Parfait, excellent. On y va. Good, bon bâton. Bien fait. Donc, encore une fois, le bâton empêcher le joueur de prendre le centre de la glace. Très bien fait. C'est parti. Oh, OK, on arrête ça. Steven, viens me voir. Donc, dans la situation qu'on vient de voir ici, justement, proche au porteur, ce qui est arrivé, Steven a ramené son bâton beaucoup trop rapidement vers le joueur, vers la rondelle, et aussi son synchronisme n'était pas idéal, c'est-à-dire il était un petit peu trop à l'avant du joueur, ce qui a permis au joueur offensif de prendre le centre de glace, ce qu'on veut éviter à tout prix lors d'une approche au porteur. Donc, on va reprendre ici. Ce qu'on veut faire, c'est garder le bâton au centre de la glace jusqu'à ce que mes patins soient parallèles avec le joueur. C'est à ce moment-là que je vais ramener mon bâton palette à palette et on va pouvoir être efficace. Donc, on reprend ça. C'est parti. Go! Excellent, bien fait. Bâton bien placé, bonne synchronisation. Le joueur a été efficace. Très bon exercice, Alex. On a parlé de la position du bâton, on a parlé du synchronisme. Mais l'approche au porteur, la réalité, là, c'est quoi la chose la plus importante à retenir de ça? Dans le fond, comme équipe, on veut récupérer la rondelle. Et comme joueur, lorsqu'on fait l'approche au porteur, on veut séparer le porteur de la rondelle de celle-ci. Voilà qui met un terme à cette deuxième émission de Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on aura pour vous une entrevue avec l'attaquant québécois des Islanders de New York, Anthony Beauvillier, une rencontre avec Yves Archambault, directeur technique de Hockey Québec, la chronique équipement portant sur les patins et le segment sur la glace avec lequel Ramzi Abid nous montre des virages et des croisements avec 2 bâtons. Et nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour une autre émission de Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.